C'est à Agen, une ville de 34 000 habitants située dans la France du Sud-Ouest, que le Namurois Pierre Debauche a créé voici 20 ans une école et une troupe de théâtre. Une école où une quarantaine d'élèves suivent un cursus de 3 ans. Mais dans l'esprit de ce lieu, on casse un peu le moule scolaire traditionnel pour permettre aux étudiants de découvrir leurs ressorts créatifs, d'appréhender des textes d'auteurs et de travailler dans la simplicité, c'est-à-dire ce qu'on nomme aussi le théâtre pauvre. Faire du théâtre, ce n'est pas dire des phrases en les illustrant avec des gestes, mais que c'est la production du geste lui-même qui produit le son qui devient la phrase. C'est le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Et c'est moi qui ai raison, bien sûr. La générosité physique crée le son lui-même. À ce moment-là, ça se désintellectualise par définition, puisque c'est le son qui est le premier servi. On ne joue pas la même chose si on joue une tragédie, une farce, un drame ou une comédie, c'est tout à fait différent. La façon dont on réquisitionne son propre corps pour jouer est différente. Dans la tragédie, par exemple, l'espace étant illimité, il faut pouvoir servir cet espace illimité avec des regards appropriés, qui soient justes, qui soient exacts. Et c'est tout à fait différent dans une farce ou dans une comédie. Dans une comédie, la situation est désespérée, mais elle n'est pas sérieuse, donc tout va bien. Donc il faut percevoir cet espace comme limité, et ça suppose des comportements précis. J'ai découvert quelque chose, c'est que les gens écoutent, et puis à un moment donné, comme acteur, on sent que le spectateur du 3e rang qui est à la cour vient de penser, eh bien, mon vieux, c'est exactement ça que je voulais dire, sur une réplique de Tchekhov, par exemple. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de décor. Tout est en place. Tout le processus théâtral s'est réalisé. Et vous avez fait votre boulot, là, vraiment. Au moins 3 fois par an, ils sont en scène à jouer. Et puis surtout aussi, il y a un respect mutuel, puisque on a joué une pièce de Molière au printemps dernier. C'était en scène 5 professeurs et 5 étudiants. Jamais aucune école de théâtre ne fait ça, ne fait jouer les professeurs et les étudiants en même temps. Les étudiants, c'est de la racaille. Ils sont méprisés. Nous, on ne les méprise pas, on les adore et on les fait jouer avec nous. Et en scène, ils apprennent. Ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est pas scolaire. On ne vient pas en cours, on écoute, on s'en va. Les profs, on est vraiment très au contact d'eux. On est vraiment très proche d'eux et on va jouer des spectacles avec eux. Eux nous le disent, on est entre artistes et on va aller sur le plateau ensemble, entre artistes, entre comédiens. Et ça, c'est intéressant, cette approche-là, je pense. J'apprends surtout à travailler le jeu, aussi à placer la voix, à travailler la gestuelle dans le corps, également même au niveau de l'écriture. Je pense que c'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc et de savoir écrire, de chanter, de mettre en scène et de jouer d'un instrument, par exemple. Tu joues de l'instrument? Non, mais il faut que je m'y mette. C'était le côté familial qui m'attirait beaucoup aussi, le fait d'être vraiment tous ensemble et de construire quelque chose ensemble.
Quand on arrive ici, on se sent vraiment pris dans une spirale qui fait que tout le monde est solidaire les uns avec les autres. On va se soutenir si jamais il y a un coup du rush ou par exemple pour les décors, etc. Quand on monte des spectacles, c'est pas forcément que les comédiens du spectacle qui vont participer, c'est vraiment toute l'école qui va travailler sur le projet. Bah continue. Bon, au même moment où je dis caramba, toi, tu entres et tu imites l'ours. Et tu imites l'ours. Sais-tu imiter l'ours? Le fait de voir un professeur de 85 ans, ça fait quoi? Ça intimide parce qu'on se dit qu'il a beaucoup d'expérience, qu'il a vécu beaucoup de choses, donc il a énormément de choses à nous apprendre. Dans les I, je n'ai pas assez la sensation qu'il vient de vous arriver un miracle. C'est un puits de connaissances. Il est extrêmement calme. Il sait son sujet par cœur. Il dit ses idées, il mâche pas ses idées. Il va pas par quatre chemins et je trouve que c'est un grand homme. Moi, je rêve de faire ça comme métier, d'être comédien, d'être directeur de théâtre, d'avoir ma compagnie. Donc on s'assoit, on se tait, on écoute et puis il est là avec toute sa bienveillance. C'est quoi ça comme agrégation? Ce soir, les jeunes sont autonomes pour présenter 2 pièces de Jeanne Labiche. Ce soir, je suis à la régie plutôt son, moi. Donc, faire passer, on a la bande des musiques et faire passer les musiques au top qui nous ont été données. Donc, sur le spectacle, voilà. On est sur scène, on est en régie, et puis enfin, on est en autodidacte, quoi. Je me rends compte que c'est très intéressant parce que ça permet de voir d'autres choses et puis c'est bien de se retrouver de l'autre côté de la scène et de faire autre chose, de participer au spectacle mais d'une autre façon. Chacun s'affaire à sa tâche, car il faut monter le décor, préparer la régie, l'accueil, la salle, les accessoires et les lumières. Comment les élèves arrivent chez vous ici? Par rondis, des 300 anciens qu'on a. Ils sont tous dans la profession. 83%, c'est beaucoup. C'est pas si simple de rentrer. Il y a une centaine de candidats pour 15 places. Chaque année. Donc on prend les 15 qui émettent la lumière la plus évidente. Non, je sais pas. 49. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Malheureusement, les chrétiens ne finissent jamais la phrase. Même Jésus a dit qu'il fallait aimer les autres comme soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, c'est pas la peine de faire du théâtre. Il y a bien des gens qui ont du mal à 20 ans de se trouver magnifiques. Et je leur apprends ça. La preuve, c'est que les 300 élèves que j'ai eus depuis 20 ans ici sont tous devenus beaux. C'est agréable, ça. L'enfance namuroise de Pierre de Beauche a été déterminante dans son trajet. Très jeune, il est fasciné par le pouvoir des mots. Par exemple, ma maman m'amenait chez les pauvres rue des Brasseurs. Elle disait, il faut que tu apprennes. Chez une pauvresse dont elle s'occupait, qui avait 4 enfants. Elle disait, voilà, Madame Marie, je viens de la part du curé, ce serait tellement bien si vous régulariser avec Gaston votre situation. Faites ça, faites un effort. Et alors, Madame Marie prenait un air pensif. Elle prenait l'air de ses fins de mois, avec un regard dans le vide. Elle disait, cette réplique inouïe qui a scotché ma mère, j'ai jamais vu comme ça. Moi, j'avais 4 ans, mais je me rappelle comme c'était hier. On ne s'aime pas tellement. Avec 4 enfants accrochés, c'était génial comme réplique. Voilà, on ne s'aime pas tellement. 4 mots et ça changeait radicalement la situation. C'était le pouvoir des mots que je découvrais. Ou bien j'ai découvert un autre jour dans le tram 4, pendant la guerre. Il y avait un Feldwebel qui faisait, pour emmerder le Wattman, il faisait ding, 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 ding avec l'avertisseur du tram. Il faisait sonner, résonner. Et il y avait un Vichouet qui était là, il le regarde, il regarde le tram. Il y avait une tension dans le tram qui s'était installée, grave, quoi. Parce qu'il était agressif, ce type. Il faisait ça pour emmerder le monde, vraiment. Ding, 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 ding.
Et alors, il a regardé avec un bon sourire l'Allemand, il lui a dit « Monsieur est musicien, sans doute ?» Un éclat de rire formidable que l'Allemand n'a pas compris. Il est descendu en marche du tram, expulsé par le rire. Ça, c'est des apprentissages basiques de l'enfance qui ne vous quittent jamais. Le pouvoir des mots, c'est formidable. Le petit Pierrot était un enfant rêveur, à l'imaginaire très personnel. Oui, j'allais à la gare faire semblant que j'attendais un train. Ça m'a duré des années, hein. Des années. J'allais attendre avec l'air amoureux une personne imaginaire. Et alors j'attendais le train suivant avec un regard tendu vers l'avant, hardi et confiant. Et puis le train arrivait. La personne que j'attendais ne venait pas. Et alors, je m'approchais du contrôleur. Je lui demandais à quelle heure est le train suivant, s'il vous plaît. Il me disait à 17h24. Alors je revenais à 17h24. J'étais présent à mon poste de l'espérance imbécile. C'était formidable. Jusqu'au jour où une vieille cousine, avec la voix mal placée de toute une vie, est arrivée, disant « Mais Pierrot, comme c'est gentil d'être venu me chercher à la gare !» Et puis elle m'a embrassé et je me suis lavé pendant 3 jours parce que c'était épouvantable. Elle avait tué mon rêve. Étonnant personnage que son père, un éducateur aux méthodes bien particulières. Il m'a fait une blague terrible quand ma mère m'a inscrit au catéchisme. Il m'a fait réciter ma leçon. J'ai été à Saint-Loup. J'allais faire un triomphe parce que je savais mon catéchisme par cœur, vraiment. Et alors, j'avais appris la leçon de mon père. Il m'avait fait réciter. Alors le prêtre dit quels sont les 7 péchés capitaux. Alors moi, je lève le bras. Il me dit vous là. Je dis putain, le tabac que je vais faire. Alors je dis l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, l'ordre et le mariage. C'était la version de mon père. Alors naturellement, ça a fait un scandale incroyable. J'ai été chassé de l'église. Je suis sorti en m'éloignant du bénitier des fois qu'il m'exposait la gueule. Et j'étais mal barré. Ma mère a pleuré pendant un mois. Il m'a fallu 10 ans pour faire le tour de l'histoire en question. Pour comprendre ce qui m'était arrivé. Que j'étais idiot, que j'avais appris par cœur, que je n'avais pas réfléchi. C'était une leçon grandiose. Très jeune, il prend la plume. Il faut dire que l'histoire de mon écriture, c'est une histoire gratinée. Quand j'avais 7 ans de moins que mon frère, j'allais en tremblant à 14 ans lui montrer des poèmes que j'avais écrits. Il était dans un fauteuil. Le poème disparaissait derrière vers l'avenir. Et puis j'entendais le verdict. C'est de la merde continue. Il y avait continu, mais enfin, c'est une façon brutale de s'exprimer. J'avais entendu dire que Daniel Defoe avait écrit pour la première fois à 56 ans. Donc j'ai dit, tant que je n'ai pas 56 ans, il y a de l'espoir. Et à 56 ans et demi, j'ai décidé de me lever tôt le matin et d'écrire. Et j'ai écrit Les fiancés de Balthazar, qui était un des premiers des 15 bouquins que j'ai écrits. L'homme se rend régulièrement chez un bouquiniste. Pour lui, dans les anciens livres, il y a une mémoire commune. C'est un peu comme une transmission de savoir, avec en plus l'odeur et le toucher. Aujourd'hui, le libraire lui présente un ouvrage de Michel de Gelderode. C'est un bouquin assez rare, ça. Dans ton dernier ouvrage, tu nous avoues que tu es le fils spirituel de Gelderode. Oui, c'est ben, il m'a fait son fils naturel, c'était agréable. J'avais été sonné chez lui parce que je voulais faire ma thèse de doctorat sur son œuvre. Et alors, il m'a ouvert la porte. Il a sorti des photos de lui jeune. Il a comparé avec la gueule que j'avais à 20 ans. Il a dit que j'étais son fils naturel, c'était drôle. Je suis tombé dans le miracle parce que c'est l'homme qui parlait le mieux de littérature, de peinture, de l'histoire de Belgique, de la Flandre parce que c'était sa spécialité. Les Wallons lui en voulaient parce qu'il s'occupait exclusivement de la Flandre et les Flamands lui en voulaient parce qu'il écrivait en français. C'était une situation inconfortable. Ça a été pour moi déterminant
sur beaucoup de points, sur ma vocation de faire du théâtre déjà. Et puis, j'ai découvert un homme qui avait une mauvaise réputation et qui était la bonté incarnée. Je me suis senti adopté, je me suis senti pris en main, je me suis senti obligé de m'intéresser. Je l'emmenais au stand chaque été. Une fois, il m'a dit « Tiens, prends le petit chemin à droite, là. » Alors, je prends le petit chemin à droite, je sors de la grande route, continue la forêt, là, tu vois. Prends encore un peu plus loin, il était archiviste, il connaissait parfaitement ce dont il parlait. Il prend encore un peu plus loin, tu vois la déclivité qui est devant toi, c'est là que Bruegel a peint l'hiver. J'apprenais, moi. Je m'en foutais plein les yeux, plein la tête. C'était intéressant comme tout. Hein. J'ai appris des choses énormes avec lui. J'ai appris l'intérêt qu'il y a à savoir des choses sur la littérature parce que, avec toutes les pistes qu'il m'a données sur le théâtre européen, j'ai vécu 30 ans ensuite. Et puis il m'a dit, pour finir, tu veux faire du nougat, tu vas à Montélimar, et tu veux faire du théâtre, tu vas à Paris. C'est pas... Il m'a mis dans le train presque de force. En me disant, vas-y, sache que si tu as envie de quelque chose, les choses arrivent. Le trajet de Pierre de Bauche est riche de rencontres déterminantes, comme celle de l'auteur de théâtre Arthur Adamoff. Celui-ci lui avait fait obtenir un rôle pour la pièce Danton, dont la mise en scène avait été confiée à Jean Vilar. La vraie répétition avec Vilar a eu lieu un jour tragique de novembre 59 où Gérard Philippe est mort. Ce jour-là, on a vu Vilar arriver tout pâle en scène, tout le monde en scène. On a tous grimpé en scène et il a dit Gérard est mort à midi. C'était une décharge nerveuse de toute la troupe comme la fin du monde. Et alors, il a dit rentrez chez vous, demain on fera quand même une italienne. Et puis vous restez là parce qu'il faut qu'on répète. Et je comprends, j'avais 3 scènes avec lui, j'avais vu une fois. Alors il y avait intérêt à répéter. Il m'emmène au bout du plateau, 19 mètres plus loin que la face, dans une pénombre. Il y avait juste une servante allumée. Et il se penche vers moi et me dit si Dieu existe, je lui crache dessus. Ça vous détend pour rentrer en scène, ça. Hein? C'est épouvantable. Alors, je rentre et on commence à répéter, puis c'était bien. Parce qu'on le voit vraiment. Ensuite, il créera plusieurs théâtres où il jouera et mettra en scène. Son long chemin l'emmènera aussi à diriger dans les années 80 de gros centres théâtraux. Ça me faisait penser au proverbe namurois, un Beggen, un Allen, un Lumson, 3 pièces sans raison. C'était sans raison, c'était absurde ma vie de directeur. Je passais ma vie en réunion, c'est-à-dire que je faisais plus de théâtre. Avant d'arriver à Agen, début des années 90, il monte une école de théâtre à Paris. Mais le lieu manque d'espace. C'était trop petit. On jouait des chefs-d'œuvre devant une rangée de spectateurs. C'était absurde. On a joué la première mise en scène de Flaubert, une pièce de Flaubert. Très belle. Mais on jouait avec les épées qui passaient à ça des visages des spectateurs. C'était pas possible. Entre Agen et Namur, il y a comme des similitudes. On dit Garonne comme si c'était une femme. C'est un rapport très sensuel avec le paysage. Donc on est là le long de Garonne. C'est un paysage qui rappelle la Meuse quand même. C'est la bonne dimension. Et il y a le Lot à côté qui rappelle la Sambre. Et bientôt les fraises. On va manger des fraises. Ça me rappelle Ouépion, ça me rappelle Namur, ça me rappelle tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à Agen? Il y a la même hauteur de maison qu'à Namur. C'est la même hauteur exactement. Et ils ont fait maintenant une rue piétonne qui ressemble... C'est moins bien qu'à Namur parce que c'est vrai que le marché aux légumes et les petits restaurants qu'on trouve derrière, c'est inimitable.
Marqué par la cité mosane, Pierre de Bauche voue aussi une admiration à un autre Namurois, le poète Henri Michaud. Henri Michaud, c'est déterminant pour moi parce que j'ai découvert qu'être poète, ça imprégnait pas seulement les gens qui lisent les poèmes, les gens qui ont découvert Henri Michaud, mais ça imprégnait toute l'histoire de Namur. On ne peut pas comprendre l'humour namurois sans lire Monsieur Plume. C'est une chose basique sur le pays où il est né. Il a écrit Monsieur Plume parce qu'il était namurois, c'est évident. C'était vraiment un homme que j'admire beaucoup. Il est parti au loin pour trouver son chemin, pour trouver l'odeur de son âme. Et il a fait une œuvre considérable. L'espace du dedans est un de mes livres de chevet. Sur le chemin de la mort, ma mère rencontra une grande banquise. Elle voulut parler. Il était déjà tard. Une grande banquise droite. Il nous regarda, mon frère et moi, et puis il pleura. Nous lui dîmes, mensonge vraiment absurde, que nous comprenions bien. Elle eut alors ce si joli sourire de toute jeune fille, qui était vraiment elle. Un si joli sourire presque espiègle. Ensuite, elle fut prise dans l'opaque. Et quand on écrit comme ça, on a le droit non seulement à la mémoire de ses contemporains, mais à une mémoire inoubliable. On a le droit d'exister, on a le droit de faire des choses étonnantes. Et de son père, il reçoit une mémorable leçon de vie sur le désir. Quand ma mère partait en retraite à Maretsu, il venait dans son armoire normande, il prenait une trompette thébène, il ouvrait la fenêtre de la rue de l'Ange, et il se mettait à jouer de la trompette thébène, tout le monde se retournait, et il criait « Mes enfants !» Et les quatre en arrivaient, moi j'étais le plus jeune, le raculot. Maman est partie en retraite, je déclare ouverte la grande Nouba. Alors c'était 3 jours inoubliables, fous, on avait ce qu'on voulait. On allait chez Borotte manger des glaces. Alors on allait à la foire le soir, ils rachetaient les forains pour pas qu'ils ferment, rien que pour nous. Et puis ils nous rentraient à 4 h du matin. J'ai encore la sensation de ces 2 pognes sur mes chevilles et ils me jetaient dans mon lit pour que je dorme 4 heures. Puis on se réveillait en disant de quoi on pourrait bien avoir envie. On était surclassés parce que c'était illimité. Il n'y avait qu'à dire, on voulait un vélo, on avait un vélo dans l'heure. C'était... Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fond, il nous avait enseigné le désir. Et pour ça, il a radicalement changé ma vie. J'ai pris la leçon pour ce qu'elle valait. Elle valait de l'or. Parce que quand on a appris le désir, eh bien, on désire les choses. On est vivant. On a envie que les choses arrivent. Rien de plus puissant que le désir. Si on n'a pas envie des choses, il ne se passe rien. Le désir, c'est une machine... c'est une machine merveilleuse qui met au monde chacun. Il faut suivre ses désirs comme on suit à la trace l'idée du bonheur. C'est de ce côté-là que c'est indiqué. Les flèches vont de ce côté-là. Et puis, sur la vie artistique, il n'y a rien de plus important que de les faire par désir et pas par obligation.